Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire donc, sur les étudiants internationaux qui posent cette grande question: où en est-on? Je me présente, je m'appelle Catherine Ardet, je suis professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Je suis aussi co-directrice de l'ERICA, donc l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, avec ma collègue Mireille Paquet qui est avec nous aujourd'hui de l'Université Concordia et aussi Adèle Garnier de l'Université Laval. Donc, c'est justement l'ERICA qui organise cet événement. C'est une équipe de recherche financée par le FRQSC qui regroupe des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur l'immigration dans des universités québécoises, aussi le MIFI. Et l'idée avec cette équipe, c'est de vraiment faire émerger de nouvelles connaissances sur l'immigration au Québec, ailleurs au Canada aussi évidemment, mais aussi dans le monde, grâce à notre approche pluridisciplinaire. Bon, si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez déjà au moins un peu, mais je vous renvoie évidemment à notre site internet www.erica.org. Juste avant de commencer, puis d'aller dans le vif du sujet, je peux vous donner quelques informations techniques. Donc, ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur plusieurs plateformes dans les semaines à venir. On vous fera notamment parvenir le lien. C'est juste que parce que c'est en mode webinaire, votre identité est protégée, il y a la confidentialité, puisqu'on ne voit pas, on pourra ni vous entendre ni vous voir, malheureusement, mais vous nous voyez, nous entendez, donc voilà. Ça implique aussi que parce qu'on est en format webinaire, je vais d'abord commencer à poser des questions à la table ronde, mais ensuite, vous pourrez vous aussi poser des questions et justement, pour poser les questions, vous avez une petite boîte en dessous dans votre Zoom qui doit s'appeler, alors le bouton s'appellerait Q&A ou questions et réponses en fonction de votre interface. Et donc, c'est vraiment là que vous pourrez poser des questions aux intervenants tout au long de la séance. Puis évidemment, on pourra les poser dans la deuxième partie. Si vous avez des problèmes techniques, on a de l'aide de Madame Elora Buisser-La Douceur ou Alexandra Lamarche qui sont en ligne aussi et qui peuvent vous aider d'un point de vue technique. Il y a deux parties. Une première partie où on va parler des changements, une partie table ronde assez dynamique où je vais essayer de poser des questions à nos panélistes. On va rebondir. Et cette deuxième partie qui est liée à cet enjeu du bouton questions et réponses, puisque dans la deuxième partie, on pourra poser des questions. Je voulais juste préciser une petite chose par rapport aux questions. On sait que cette thématique des étudiants internationaux est très saillante pour le moment. L'objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de parler des changements de politique en tant que tels. Donc, on ne sera pas en mesure de fournir des conseils individuels sur des situations précises, mais donc on est vraiment ouvert à des questions plus générales sur les enjeux ou des préoccupations générales que vous avez. On va bientôt commencer le vif du sujet, comme je le dis. Pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui? Il y a eu énormément d'annonces, évidemment, liées à la situation puis aux politiques liées aux étudiants internationaux. On a surtout annoncé au début de cette année une réduction du nombre de permis d'études accordés aux étudiants étrangers. Et les grandes questions qu'on se pose, évidemment, c'est qu'est-ce qui est proposé, quels sont les enjeux, quels sont les débats et surtout quels sont les changements à venir pour le Québec, mais aussi pour les autres provinces et mettre en perspective les dynamiques qui sont derrière. Pour répondre à ces nombreuses questions et à toutes celles que vous avez sûrement déjà aussi, on a beaucoup de chance d'accueillir plusieurs experts. Notre premier expert est Islem Benjabala. Il est agent de liaison communautaire pour les étudiants internationaux à Montréal. Il est diplômé d'un doctorat en études urbaines et il est aussi membre de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Islem, ses intérêts de recherche portent sur l'expérience migratoire, les rapports sociaux, les dynamiques migratoires à Montréal et au Québec et le sentiment de chez soi. Notre deuxième expert est Oscar Castillo, qui est titulaire d'une maîtrise en administration et évaluation en éducation de l'Université Laval. Il est aussi membre du Collège des consultants en immigration canadienne. Il a en fait plus de 10 années d'expérience dans le domaine de l'immigration. Il est dans le domaine universitaire par rapport à ça depuis 2015 et il est vraiment spécialiste de la mise en place de processus d'immigration qui vont favoriser l'attraction, mais aussi la rétention de talents qui proviennent de l'international, que ce soit des étudiants, des professeurs, des chercheurs. Et il travaille actuellement comme chef de l'équipe immigration d'UDM International, donc à l'Université de Montréal. C'est l'unité qui est chargée de développer une culture de l'international au sein de l'université.
Comme troisième expert, on a Shedly Belkodja, qui est un membre de l'ERICA, de notre équipe, qui est professeur à l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia. Ses recherches portent sur les questions de l'immigration dans les villes de taille moyenne, dans les régions de faible immigration, mais aussi sur les discours et les représentations de la diversité culturelle, religieuse et ethnique. Il mène également une réflexion sur le phénomène de populisme et sur les nouvelles idéologies de la droite. Et enfin, notre dernière experte aujourd'hui pour notre panel est Mireille Paquet, co-directrice de l'ERICA, titulaire de la chaire de recherche en politique de l'immigration à l'Université Concordia. Elle est professeure agrégée de sciences politiques à cette même université à Concordia. Ses recherches portent sur les politiques d'immigration au Canada, sur l'élaboration bureaucratique des politiques dans le secteur de l'immigration et sur l'innovation en matière de politique d'immigration. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes entre de bonnes mains pour toutes les questions que vous avez, que j'ai aussi. Avant de commencer, je vais partager une petite, très courte présentation PowerPoint qui fait juste le point sur certains changements, puis qui met un peu la scène pour notre débat par rapport à ça. Alors là, c'est l'instant de vérité. Après tous ces mois de Zoom, suis-je encore capable de partager mon écran? Alors, je m'excuse. Je peux dire des choses en même temps que je parle. Je peux notamment dire que je remercie Alexandra Lamarche de m'avoir aidé à préparer toute cette présentation et d'avoir fait les éléments nécessaires. Et là, la magie opère et normalement, vous devriez voir la présentation PowerPoint qui débute ici. Donc, avec notre grande question, où en est-on? Bon, où en est-on? La première chose qu'on doit savoir, c'est évidemment que les étudiants internationaux sont nombreux au Canada, mais parce qu'il y a plus de 10 ans déjà, le Canada a vraiment mis en place des nouvelles politiques qui ont eu pour objectif d'attirer ces étudiants étrangers et aussi de les retenir, notamment en leur offrant la possibilité de travailler après leurs études, c'est le permis post-diplôme, et éventuellement de demander la résidence permanente avec des passerelles en fait qui permettent à ces étudiants internationaux de devenir potentiellement résidents permanents. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte en fait qu'en conséquence de ces politiques, de ce travail d'attraction et de rétention, on a un nombre d'étudiants étrangers au Canada qui a atteint près d'1 million à la fin de 2023. C'est quand même une hausse substantielle, 29% par rapport à 2022 et en fait plus de 200% presque par rapport à la décennie précédente. Donc c'est une tendance forte. Là, vous voyez juste un petit graphique qui parle de ces permis d'études. Là, c'est des chiffres par année, donc pas au total, mais par année. Et ça vous montre surtout la distribution de ces permis d'études. Ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a certaines provinces qui, évidemment, utilisent beaucoup de ces permis ou justement ont pour base beaucoup de ces permis. Et on peut voir l'Ontario, la Colombie-Britannique, mais évidemment aussi le Québec. Et on voit en tout cas une évolution du nombre de permis délivrés dans toutes les provinces. C'est-à-dire qu'on voit que la petite barre rouge augmente par rapport à la petite barre grise bleue dans chaque province. Ça veut dire que ces provinces, elles ont besoin ou elles ont utilisé ou elles ont justement promu l'influence d'étudiants étrangers. C'est une part importante à travers le Canada. Les étudiants internationaux au Canada, parce qu'on a eu toutes ces politiques, c'est évident que ça reconnaît que les étudiants internationaux enrichissent l'enseignement, la vie sur le campus. Il y a aussi toute une contribution économique de ces étudiants internationaux. Et si j'ai parlé de passerelles ou de possibilités justement de demander la résidence permanente, il faut quand même se rendre compte, et de plus en plus de recherches ont montré les difficultés auxquelles les étudiants internationaux sont confrontés, notamment sur les questions de voies d'accès à la résidence permanente ou même plus tard de citoyenneté. On parle de modèle à 2 étapes pour les étudiants internationaux, mais dans les faits, beaucoup de chercheurs ont dit non, en fait, c'est un modèle à multi-étapes. Puis il y a surtout, avec cette augmentation du nombre, évidemment, d'étudiants internationaux, parfois des inadéquations par rapport aux filières de résidence permanente qui existent. Donc, c'est aussi un sujet. Pourquoi on en parle autant pour l'instant? C'est parce qu'il y a eu une grande annonce politique auquel vous avez peut-être été sensibilisés ou confrontés. En janvier 2024, le ministre de l'Immigration, l'IRCC, a annoncé une réduction du nombre de permis d'études pour les étudiants étrangers au Canada. Donc, l'idée, c'est vraiment de diminuer ce nombre de permis d'études accordés d'ici 2025. Et l'idée, c'est de répartir ce nombre en fonction de la proportion ou la taille de la population des provinces. Donc, non seulement il y en aura moins, mais en plus, on va avoir maintenant une distribution par province qui devrait être relative à la démographie de chaque province. Ce nombre, il représente quand même une diminution de 35% par rapport à 2023. Juste préciser que ce quota, ce cap,
ne s'applique pas aux étudiants existants, aux étudiants au secondaire ou aux étudiants à la maîtrise et au doctorat, mais il y a certaines limites qui pourraient aussi être imposées par rapport au permis de travail des conjoints d'étudiants internationaux. La suite, c'est un tableau très compliqué, mais que vous pourrez regarder à votre aise. C'est l'IRCC qui a en fait dévoilé la répartition par province, donc qui maintenant a décidé combien de permis iraient par province. Il y a deux petits ajustements qui ont été faits par rapport aux annonces initiales que je vous ai détaillées. Premièrement, pour les provinces pour lesquelles ils voyaient augmenter leur nombre de permis potentiellement délivrés, parce que pour certaines provinces, ils avaient droit à plus, ils ont limité cette augmentation à 10%, donc ça ne peut pas être plus de 10% que par rapport à ce qui était accordé à l'année précédente. Deuxième petite modification, ils ont aussi essayé justement d'atténuer les effets de la baisse pour certaines provinces où la baisse était vraiment trop importante ou considérée comme trop majeure. Donc, c'est la dernière annonce qu'on a eue il y a quelques jours en avril. Je vous la laisse regarder sur le site de l'IRCC qui explique vraiment combien de permis devraient être accordés, approuvés et qui essaye justement de répartir cette attribution des permis par province. Là, on entre dans les grands enjeux qui sont derrière. Pourquoi on a fait ça? Puis c'est ça qu'on va demander évidemment à nos experts aussi. Il y a eu beaucoup de débats récemment sur la pénurie de logements ou le débordement un peu des soins de santé, mais en même temps, est-ce que les étudiants internationaux n'agissent pas, et ça c'est une question ouverte, hein, aussi comme un peu des boucs émissaires, en sachant qu'il y a des enjeux plus gros derrière. On a aussi beaucoup mis l'emphase sur les collèges privés qui admettraient trop d'étudiants qui seraient responsables de cette augmentation en tant que telle. Mais en même temps, on a vu ensuite des chiffres qui disaient qu'en fait, finalement, ce n'étaient pas ces établissements qui accueillaient le plus d'étudiants étrangers. Il y a eu aussi des discours ou des modifications en disant qu'il y en a juste trop. Mais en même temps, les universités ont joué le jeu aussi de les attirer. Il y a l'enjeu aussi de l'attraction au sein du Canada avec le permis post-diplôme, la passerelle et l'enjeu aussi financier, économique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de raisons ou d'enjeux derrière. Et la dernière petite chose que je voulais partager avec vous, c'est l'enjeu du Québec, évidemment. Donc, le Québec, ça s'éclaircit de plus en plus, mais ce qu'on sait, c'est que techniquement, pour le Québec, il semblerait que ça permettrait d'accueillir plus d'étudiants étrangers que ce que le Québec ne fait actuellement. On a les chiffres qui sont plus ou moins sortis par rapport à ça. Le Québec a dit qu'il était prêt à accueillir plus d'étudiants étrangers, même si en même temps, vous savez qu'il y a des débats très forts pour l'instant au Québec sur justement le nombre qui a explosé de migrants temporaires. Puis les étudiants internationaux font partie de ce quota ou de ce nombre de migrants temporaires. Il y a aussi des modifications qui ont été apportées au PEC, donc au programme de l'expérience québécoise, pour justement faciliter l'accès à la résidence permanente pour les étudiants de programmes francophones. Donc une ouverture en même temps sur la passerelle du PEC. Mais par contre, récemment, on a aussi une autre annonce politique et un autre changement qui a été l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Donc, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup d'éléments en tant que tel pour le Québec. Puis, on va pouvoir évidemment éclaircir ça un peu. Ce qui me lance ma première question, en fait, puis je suis heureuse de donner la parole à nos différents membres. Avec cette première question, j'ai fait un tableau très large, j'ai parlé de beaucoup d'éléments, mais selon vous, experts et expertes, quel est le changement le plus important qui a été annoncé ou qui est apporté par rapport aux étudiants internationaux aujourd'hui? Et je me tourne vers les panélistes pour qu'ils puissent prendre la parole. Et puisque c'est le plaisir de modérer, j'ai le droit de choisir qui parle, en tout cas au début. Je vais donner la parole dans l'ordre des présentations. Donc, Islem Benjabala en premier, vous pouvez commencer. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vous remercie pour l'invitation et de nous avoir offert cet espace d'échange par rapport à cette question qui revient de plus en plus depuis quelques mois. Et pour aller plus vite, euh, selon moi, le changement qui est le plus important ou qui m'a le plus interpellé, c'est le changement en lien, les modifications qui sont au niveau fédéral et qui sont en lien avec le côté collégial. Et là, je vais un petit peu tricher, Catherine, parce que ce n'est pas seulement un seul changement, ce sont deux. Parce que quand je parle de changement au niveau collégial, il y a le fait que les étudiants qui sont au niveau collégial, ils n'ont plus le droit à un permis de travail post-diplôme maintenant. Et il y a aussi le fait que les étudiants qui sont au collégial, ils ne peuvent plus ramener ou faire un permis de travail pour leurs conjoints et conjointes. Et moi, que je trouve, ce sont deux changements très importants parce qu'ils n'ont pas seulement un impact sur les étudiants internationaux
ou le statut d'étudiant international, mais ici, ils ont un impact direct sur la rétention d'un côté et les travailleurs temporaires d'un autre côté, et donc sur le marché de l'emploi. Ce qui me ramène à poser la question ou à développer un petit peu, ça veut dire qu'on est en train de toucher à la main-d'œuvre importante, surtout pour le Québec, parce que certes, on a besoin d'étudiants ou de diplômés universitaires, mais aussi le marché du travail a besoin d'étudiants et de diplômés qui ne sont pas universitaires, qui sont collégiaux, qui sont du domaine professionnel. Et donc, c'est comme si on est en train de troquer déjà dans ce bassin-là qui est déjà en souffrance. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, si on dit que ce sont des personnes qui répondent, pour répondre à la crise du logement ou de santé, voilà, je veux dire juste seulement qu'en fait, si on parle de personnes conjoints et conjointes, ben en fait, ils sont en train de venir, mais ils ne vont pas occuper un nouvel appartement. Non, ils vont venir dans un appartement qui est déjà occupé par leurs conjoints et conjointes, donc ça ne répond pas du tout à leur crise de logement. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, c'est aussi le gouvernement fédéral parle d'étudiants collégiaux, mais il parle vraiment d'une manière très générale. La question que je me pose quand on parle de questions collégiales, et surtout merci Catherine d'avoir présenté le schéma, c'est la première question qui se pose, c'est où, dans quelle province le problème est vraiment le plus majeur. Si le problème est en Ontario, pourquoi on doit priver le Québec ou une autre province de cette main-d'œuvre qui est très importante pour son marché, pour l'économie? Certes, la question d'aujourd'hui, c'est les étudiants internationaux, mais on a souvent tendance à oublier que ces étudiants internationaux seront les travailleurs temporaires demain ou les résidents permanents de demain, et donc ça va être vraiment la force de la main-d'œuvre de demain. Donc pour moi, c'est le changement majeur qui a un impact non seulement sur un seul programme, mais sur plusieurs programmes en même temps. Et je vais m'arrêter là à ce moment. Merci, Merci Catherine. beaucoup, Islem. Je passe la parole avec la même question. Quel est selon vous le changement le plus important annoncé ou amené à Oscar Castillo, l'Université de Montréal? Je ne sais pas par où commencer, Catherine. C'est sûr qu'il y a plein de... La question, elle est bonne. Ben, écoutez, moi, je vais vous donner, comme vous avez bien compris, le point de vue de quelqu'un qui travaille vraiment avec les étudiants, d'un professionnel. Donc, on gère une équipe de conseillers qui travaille directement avec les étudiants internationaux ici à l'UDM. Moi, je vous dirais, si je me permets, peut-être d'aller un petit peu en amont. Puis, moi, ce que je vis actuellement, ce que on vit avec nos étudiants, c'est l'impact direct de la vérification de l'aide d'admission qui est arrivé à partir du 1er décembre. Ça, effectivement, c'est un changement du point de vue opérationnel direct qu'on les voit puis qu'on les vit. Parce que les universités étaient forcées à créer quelque chose qui n'existait pas. On nous amène, IRCC nous dit, bah, maintenant, vous allez vérifier cette lettre et vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, si elle est légitime ou pas. Bah, là, il fallait développer quelque chose. Les universités de recherche ou l'université qui avait les moyens, bah, ils se sont très bien débrouillés, mais il y a d'autres, même au collégial, il y avait des institutions qui n'étaient pas prêtes pour ce changement majeur. Mais quand même, ce que je trouve ici, c'est qu'il y a deux choses. Bah, il y a, je trouve, un bon côté. On s'attaque direct au cas de fraude. Au cas de fraude, maintenant, on est capable de voir, de vérifier des lettres et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Les IRCC, avant, vous voyez, du point de vue aléatoire, lui disait, bah, on va vérifier cette lettre, voir s'il est légitime ou pas. Maintenant, c'est fini. On vérifie toutes les lettres et ça, je trouve, c'est bien pour l'étudiant. C'est bien parce qu'on va éviter justement les abus et tout le monde on passe cette vérification. Donc moi, je trouve ça, on les voit maintenant, quelque chose qu'on ne voyait pas, on les voit maintenant, on voit les cas de fraude. On voit aussi, par contre, on voit aussi un aspect positif, c'est le traitement plus rapide au niveau à mon avis, le traitement de la demande des permis d'études. Parce que maintenant, l'agent ne se pose plus la question, est-ce que la lettre est légitime ou pas? Ça y est, là, non, la vérification a déjà été faite en amont. Du coup, l'agent peut continuer le processus de traitement. Donc, moi, je vois des avantages. Évidemment, les inconvénients, c'est du point de vue opérationnel au sein des institutions, mais je vois beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Je vois un autre avantage majeur pour les institutions québécoises, de manière générale, c'est qu'on peut savoir qui a soumis une demande. Vous le savez très bien, il y a beaucoup d'efforts de recrutement et de conversion dans tous les établissements. Mais ça aussi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on peut déjà retracer, on peut savoir si les efforts des établissements portent fruit
Et on peut savoir effectivement, on a eu combien de demandes d'étudiants admis, et puis combien parmi ces étudiants admis ont déjà soumis une demande de permis d'études. Ça, c'est merveilleux pour nous parce qu'on peut aller aussi chercher, voir ce qui se passe, porter un soutien particulier à ces communautés. Enfin bref, c'est sûr que nous, les plafonds, c'est le cas qui nous intéresse. Mais je veux dire aussi qu'il est très important, c'est vraiment ce que je vis, ce qu'on vit en ce moment, c'est cette validation de l'aide d'admission et d'acceptation qui est l'enjeu majeur présent en ce moment. Merci beaucoup, Oscar. C'est intéressant aussi, évidemment, d'aborder la procédure qui est derrière, parce que vous savez que l'immigration, c'est beaucoup un enjeu de procédure et de rouage, effectivement. Puis, je donne la parole maintenant à Shedly Belkodja. Très bien, merci Catherine. Bonjour tout le monde. Moi, je dirais, bon, je vais peut-être partir d'une impression plus générale. Je me dirais que le changement le plus important, finalement, c'est l'idée de vouloir tout contenir, cette espèce de volonté à réagir en fait à ce que tu as expliqué au début aussi en termes de discours beaucoup plus défensif par rapport à la présence des étudiants étrangers au Canada. Je veux dire, quand je pense à quelques années auparavant, on était dans un discours presque euphorique par rapport à la question des étudiants. On était dans un contexte très compétitif aussi. Je crois qu'il faut rappeler que le Canada est en compétition avec d'autres pays. Donc, il y a toute une lecture aussi qu'on pourrait faire de ça de façon même plus globale par rapport à des pays comme la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Veut dire, c'est des marchés. Donc, si le gouvernement décide là de réduire ou de parler d'un plafond pour 2 ans. Moi, je ne suis pas allé voir ailleurs, mais ce serait intéressant aussi peut-être de comprendre ce qui se passe ailleurs pour voir comment le Canada réagit. Donc, oui, c'est ce discours à vouloir en fait diminuer parce qu'on parle d'abus et on parle aussi, comme tu l'as dit, de migration temporaire. Donc, moi, je dirais ça, c'est peut-être le changement le plus important. Puis aussi de vouloir faire en fait une décision qui s'applique à tout le monde. Peut-être plus tard, je reviendrai sur la position, par exemple, des universités francophones hors Québec qui ont réagi aussi, donc de voir à des différentes réalités aussi sur le terrain que dans la décision, là, on voit, on prend pas en considération. Merci beaucoup. Et je laisse maintenant la parole à Mireille Paquet, aussi par rapport à ce changement le plus important. Je sais que c'est pas facile, mais c'est une bonne question. Merci Catherine. Moi, je vais parler, puis peut-être que mon point de vue vient du fait que cet automne, j'étais en Ontario comme prof invité à TMU, qui était anciennement Ryerson. Et donc, j'ai aussi beaucoup eu des échos de ces décisions-là de par ma position en Ontario. Puis, c'est sûr que pour moi, ce changement-là, ces grandes annonces-là de janvier, c'est avant tout des annonces qui visent l'Ontario. C'est des annonces qui visent l'Ontario de plusieurs façons et je ne serai pas en mesure de répondre juste par un changement, Catherine. Je vais en parler de deux parce que je pense qu'ils sont importants du point de vue de l'Ontario. Puis la raison pourquoi je parle de l'Ontario, c'est que comme le graphique que tu as montré l'illustre très bien, c'est là où la croissance du nombre de permis d'études a vraiment explosé dans les dernières années. Donc, les ambitions du gouvernement fédéral visaient à, d'une certaine façon, pour reprendre les mots de Shedly, contenir une certaine croissance dans cette région-là et des abus particuliers dans cette région-là qui étaient beaucoup moins importants dans plein d'endroits, y compris au Québec, qui avait développé sa propre façon de faire depuis des années. Donc, je dirais que par rapport à ces annonces-là, il y a deux choses qui m'apparaissent particulièrement importantes. La première, c'est vraiment de redonner aux provinces la décision d'allouer, de décider comment l'allocation provinciale se fera. Donc, au Québec, ça ne nous apparaît pas particulièrement comme choquant parce que le MIFI a toujours joué un rôle très important, mais dans d'autres provinces, c'était souvent une relation qui était beaucoup plus entre université et IRCC. Et là, tout d'un coup, on vient ajouter une couche de bureaucratie, potentiellement des nouvelles relations aussi entre les universités et le gouvernement provincial à des moments où, dans plusieurs provinces, y compris en Ontario, il y a une tension considérable au niveau du financement des universités. Donc, c'est sûr que d'un point de vue des universités, la question de comment l'allocation de ces visas-là se fera, de ces permis-là se fera, ça devient finalement une question de est-ce que je peux aller chercher cette source de financement-là auprès du gouvernement provincial? Et si le gouvernement provincial ne veut pas me donner ces permis-là, comment est-ce qu'elle va pouvoir me financer? Donc, ça devient
vraiment ça. Puis je pense qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement percevoir autant là, du point de vue du Québec. Mais la deuxième chose, je vais reprendre ce qu'Islem a dit, c'est vraiment la limite au niveau des permis de travail post-diplôme. Que ce soit, comme Islem le disait, au niveau de qui a accès à ces permis de travail-là, donc les étudiants collégiaux, mais aussi les limites au niveau de la durée des permis. Donc, l'annonce a aussi impliqué que plusieurs permis seraient limités dans le temps par rapport au nombre d'années d'études que les étudiants auront réalisé. Puis encore une fois ici, je suis juste allée chercher une statistique. En Ontario en particulier, en 2023, c'était près de 236 000 détenteurs d'un permis de travail post-études qui étaient dans la catégorie de du programme de la mobilité internationale. Et ça représentait 74% des détenteurs de permis de mobilité internationale en Ontario, qui est le permis temporaire ouvert, donc qui n'est pas associé à un employé. Donc, ça, pour le marché de l'emploi ontarien, cette limite-là sera un choc, mais absolument extrême, dont les conséquences risquent d'être très importantes parce que dans les dernières années, on l'a entendu aussi, il y a eu des limites au niveau des permis, d'autres permis de travail, les permis de travail fermés. Donc, pour moi, ce sont vraiment les deux changements les plus importants, puis on pourra parler un peu là, de pourquoi après. Merci. Donc, ça reste déjà un fameux bilan de différents changements et autres. Puis, c'est ça un peu maintenant la question, c'est le pourquoi. Puis, j'ai juste donné quelques pistes de débat. Mais selon vous, c'est quoi vraiment, comment vous analysez un peu ce changement de discours? On l'a un peu épinglé d'il y a quelques années, c'était l'euphorie par rapport à ça, la compétition internationale des étudiants internationaux, à aujourd'hui un discours qui est plus dans la restriction, même s'il y a des enjeux, évidemment. Ça ne veut pas dire que toutes les réformes sont mauvaises, là, c'est vraiment pas ça le but, le message. Mais comment est-ce qu'on passe effectivement d'il y a quelques années ou d'il y a 10 ans, toutes ces politiques qui visaient beaucoup à attirer, recruter, à aujourd'hui ce changement de discours qui est peut-être plus perplexe, restrictif ou prudent par rapport à cette catégorie en tant que telle. Puis peut-être le but aussi, c'était d'un peu voir différentes perspectives. On a parlé un peu de l'Ontario, que ce soit au Canada, mais peut-être au Québec, parce qu'au Québec aussi, il y a eu plusieurs changements de discours par rapport aux étudiants internationaux dans le passé, ou même des provinces, on a parlé par exemple de communautés francophones, minoritaires, qui peuvent aussi avoir des positionnements. Ça, c'est ma deuxième question. Puis, on va rebattre un peu les cartes. On peut changer, changer l'ordre de passage. Shedley, est-ce que vous voudriez commencer par rapport, justement, pour parler des communautés francophones ou des communautés hors Québec par rapport aux étudiants internationaux? Ah, il y a le micro qui est désactivé. Il faut juste le réactiver. Depuis un certain moment, le gouvernement fédéral et les communautés francophones hors Québec ont beaucoup mis l'immigration de l'avant, une stratégie nationale, fédérale en immigration. Donc, il y a eu beaucoup de signes importants pour faire de l'immigration un enjeu du développement et de l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire. Et on voit également l'importance des universités, des collèges communautaires, l'AUFC, qui est une organisation qui regroupe 22 universités au pays, a réagi en fait à ces changements, réagi. Donc il y a comme une sorte d'incohérence. D'un côté, on a voulu vraiment mettre l'immigration au devant de la scène pour développer. Et puis là, on voit des mesures qui sont très difficiles à avaler, je crois, pour certaines universités, parce que c'est vrai que dans certains milieux, notamment au Canada Atlantique, mais même au Manitoba, l'Université Saint-Boniface, vous avez un fort pourcentage d'étudiants. Donc, les universités ont beaucoup été à l'étranger, recrutés, et beaucoup de travail de recrutement, d'attraction, des missions. Et c'est devenu vital pour faire en sorte que ces universités se maintiennent. Je dirais que c'est pas seulement les francophones. Ces données-là font beaucoup de mal, peut-être aussi à des universités comme en Nouvelle-Écosse. Je pensais à l'université du Cap-Breton, où il y a plus de 40%, je crois, d'étudiants internationaux qui vivent dans une ville de 5-6 000 habitants. Donc, c'est la relation aussi entre les universités et les communautés autour. Donc, on met un nombre limite, on parle de chiffres, on parle de règlements, oui, mais ça a des conséquences, je dirais,
sur un écosystème. Et dans la francophonie minoritaire, moi, je pense que peut-être ça peut avoir un peu, ça résonne plus fort que peut-être qu'en Ontario, à Toronto ou dans un milieu où il y a vraiment du volume. Merci beaucoup. Puis je voudrais maintenant passer la parole à Islem Benjabala parce que je sais qu'Islem a travaillé beaucoup sur, par exemple, le PEC, le Québec, les expériences des étudiants. Donc, par rapport, peut-être si on parle du Québec maintenant, comment est-ce que vous voyez cette évolution du discours ou des politiques par rapport aux étudiants internationaux? Oui, en fait, il y a eu deux choses. Ce qui est un peu particulier en ce moment, c'est qu'on est en train de vivre un changement, des changements, mais seulement sur le niveau provincial, comme on a vécu il y a 2 ans. Et c'est là où j'étais vraiment impliqué, j'ai travaillé sur ça. Mais là, on est en train de vivre un autre changement qui est aussi sur le niveau fédéral. Le changement qui est sur le niveau provincial, on est en train de le suivre depuis maintenant 2 ans. Il y a des changements partout et par-ci, par-là. Donc, on n'est plus surpris de qu'est-ce qu'ils vont dire. On attend juste quel est le prochain changement, la prochaine réforme. Et on est juste en train d'attendre. Par contre, quand le fédéral s'est attaqué aux étudiants internationaux, c'est là où on a été choqué, on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé. Et à mon humble avis, c'est une solution rapide. Et je suis de ceux qui disent que c'est un bouc émissaire à un problème et une crise qui est beaucoup plus grande. C'est vrai que là, on parle de logement et de santé, et je ne suis pas du tout d'accord que les étudiants internationaux sont la cause de ces crises-là. Mais en fait, je dis que le gouvernement fédéral s'est attaqué aux étudiants internationaux, mais le problème, si on veut, de l'explosion de nombre des chiffres d'étudiants internationaux n'est pas un problème, c'est juste un symptôme d'un problème qui est ancien et qui existe depuis un certain moment. Et c'est tout simplement pour aller vite, le délai de traitement des dossiers pour l'immigration permanente et la bureaucratie. Je vais vraiment aller très directement et je vais dire ça avec des mots très faciles. Si les personnes qui sont ici pouvaient venir avec une résidence permanente et travailler directement le plus rapidement et avec des facilités, personne ne va mettre des milliers de dollars pour faire des études et pour après suivre tout ce processus qui est assez lent et assez éprouvant à un moment donné. Ça, c'est la première chose. Donc, si on s'attaque à un problème sans voir vraiment que c'est juste un symptôme et qu'on laisse le problème là tel qu'il est, on ne va pas régler le problème. Non, c'est un symptôme qu'on a réglé, mais il va y avoir d'autres symptômes. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de vivre un nouveau problème avec un nouveau groupe migratoire, si on veut, ce sont les visiteurs. Il y a quelques années, quand vous le savez, depuis la COVID, le gouvernement fédéral a laissé les visiteurs faire un changement de statut pour faire un visa de travailleur fermé. C'est ce qui est arrivé. Mais depuis quelques mois, si on peut pas dire depuis 1 an et quelques mois, trouver un travail et faire le changement vers les visas pour le visa de travailleur, c'est devenu de plus en plus compliqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les immigrants ont trouvé une nouvelle stratégie pour faire le changement de statut et donc ils ont décidé de faire un changement de statut vers le visa visiteur pour permis d'études. Et c'est là où il y a eu un nombre de chiffres qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Ce sont les étudiants internationaux qui sont inscrits généralement dans les nouveaux collégiales parce qu'ils veulent avoir une formation rapide qui leur permet d'accéder rapidement à la résidence permanente. Ça veut dire avoir accès rapidement au PEC et au programme de la résidence permanente. Et donc, on est en train de vivre où il y a un groupe qui est là juste pour tout tourisme. Mais en fait, non, ils sont là pour faire un changement de statut, pour faire un visa visiteur, permis d'études. Une fois qu'ils ont fait le permis d'études et le permis d'études pour aller vers la résidence permanente. Et donc là, avec les nouveaux seuils que le fédéral a mis, ça veut dire qu'on est en train de vivre un phénomène où on ne peut plus faire venir les étudiants internationaux pour, par exemple, les baccalauréats ou le DEP dans les provinces et les pays a vraiment besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a des visiteurs qui sont ici, ils sont en train de s'inscrire seulement parce qu'on leur permet de faire un changement de statut. Et ça, c'est un petit peu des questionnements, c'est vrai, mais c'est aussi une constatation, mais aussi une analyse à plus grande échelle. On est en train de regarder un problème, mais ce n'est pas un problème, c'est juste un symptôme, un énorme problème. Je vais m'arrêter ici pour vous. Merci Islem. Je passe la parole à Mireille Paquet aussi pour compléter par rapport à ces changements dans les discours ou dans la façon dont on a vu les étudiants internationaux. Mais je pense que quand même, la décision a été annoncée en réponse à plusieurs choses. La première chose, il faut quand même le reconnaître, il y a eu des croissances, et encore une fois, je vais revenir avec mon expérience ontarienne, mais au niveau des collèges privés en Ontario et dans d'autres
régions du Canada, beaucoup moins au Québec parce que le Québec avait été un des premières provinces novatrices dans la régulation de ces collèges-là. Mais des collèges qui offraient des formations qu'on considérait ou qui avaient été traitées comme étant potentiellement de mauvaise qualité, puis qui étaient finalement que des paravents pour permettre l'acquisition d'un permis de travail post-études. Ces collèges-là sont devenus une industrie en Ontario. Il y a des villes qui ont accueilli des nombres records de résidents et il y a eu vraiment un manque de contrôle puis des questions par rapport à l'intégrité du programme. Donc, c'est sûr que l'annonce fédérale de janvier visait à répondre à cette croissance-là. Puis, plusieurs personnes qui s'intéressent justement à la régulation de l'éducation postsecondaire privée au Canada disent d'ailleurs que l'annonce n'allait pas assez loin à cet égard-là, puis on pourra y revenir plus loin. Il y a eu aussi, il faut le reconnaître, comme on parlait chez Lee, puis je pense comme on en a parlé d'autres personnes aussi, l'impact potentiellement peut-être pas assez réfléchi de la croissance déraisonnée dans plusieurs régions là, de la stratégie d'internationalisation. Donc, on a dit aux universités canadiennes depuis 20 ans la façon de croître, c'est par l'internationalisation. M. Castillo en parle et le fait, puis c'est pas nécessairement négatif, mais ça a souvent été fait de façon un peu incrémentale sans qu'il y ait de politique nationale qui visait à comprendre ça, ce qui fait que certaines universités se sont retrouvées avec des populations étudiantes qui n'étaient absolument plus équilibrées par rapport à leurs objectifs, disons, et à la philosophie d'avoir des universités régionales ou des universités qui répondent aux besoins particuliers d'un marché de l'emploi provinciale ou tout ça. Donc, c'est sûr que ça représente un peu une tentative de la part du fédéral de ramener les universités sur le droit chemin, mais il faut réaliser aussi que le gouvernement fédéral est toujours entre l'arbre et l'écorce quand il est question d'éducation postsecondaire parce que c'est pas réellement un de ses champs de compétences. Donc, elle peut essayer d'influencer un peu les universités, mais reste que c'est là où on en est. Et je veux juste faire un bond aussi par rapport à ce qu'Islem a dit, parce que je pense qu'il faut aussi reconnaître que la question des résidents temporaires en général au Canada est devenue un enjeu hyper saillant et polarisant dans la dernière année. Ça s'est mélangé. Il y a eu une liaison qui s'est faite aussi avec les seuils d'immigration généraux, les seuils d'immigration temporaire, avec des discours de plus en plus anxiogènes là, qui lient croissance démographique et qui lie immigration, qui lie crise du logement, pression sur les services sociaux et tout ça. Donc, c'est sûr que le gouvernement fédéral a aussi répondu à une baisse de popularité considérable de son gouvernement, mais aussi un changement clair dans l'opinion publique pour ce qui est de l'immigration et de l'immigration temporaire en particulier. Donc, tout ça permet de comprendre, à mon avis, là, pourquoi le gouvernement est allé de l'avant. Mais c'est ça, c'est complexe parce que d'un côté, c'est clair que ça crée des précarités pour les détenteurs de permis et les étudiants, mais d'un autre côté, il y avait vraiment un besoin, je pense, puis c'est reconnu dans le milieu, de s'assurer de l'intégrité de l'offre éducative au Canada et de la façon dont l'interface éducation postsecondaire et système d'immigration fonctionne. Est-ce que c'est assez? Bien, on pourra y revenir peut-être après. Merci beaucoup. Puis je laisse la parole à Oscar, peut-être plus d'un côté de la pratique. Comment est-ce que vous voyez justement l'évolution des discours ou des politiques par rapport à votre expérience? Ben, tout d'abord, par rapport à ce qu'il vient de dire, Mireille, je pense qu'effectivement, l'éducation, oui, il y a des compétences provinciales, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a certains enjeux qui dépassent les sphères provinciales, et je pense plutôt à la recherche. La recherche, vous le savez, il y a des financements provinciaux, mais aussi des financements fédéraux. Donc, il y a des professeurs qui vont aussi financer les recrutements des étudiants au niveau des maîtrises, au niveau du doctorat. Enfin bref, ça aussi, donc, ça dépasse le cadre et du coup, ça a un impact aussi direct, tous ces genres de changements, tous ces changements. Moi, c'est sûr que l'évolution, on la vit. Moi, j'apprécie, j'ai apprécié lorsque le ministre a déclaré, vraiment, il a ouvertement que le ministère, il était hors contrôle. Et puis, on le vit, hein, c'était quand même assez flagrant de le dire, mais il a eu le courage de l'exprimer. Et on le voit effectivement dans des délais de traitement déraisonnables.
On les voit dans la discrimination, dans les traitements de demandes à l'étranger. On parle toujours à nos étudiants africains. Par exemple, c'est un bon exemple, un étudiant chinois qui a des raisons de sécurité aussi, donc ça, c'est un autre sujet. Euh, on parle aussi mais il y a une discrimination à tout égard. Un étudiant qui a déjà 35 ans, mais il veut amorcer un programme de baccalauréat. Ben, déjà, il y a ceci dit, ben non, vous êtes déjà trop vieux. Vous voyez, il y a toute une série de choses qu'il fallait vraiment dire, qu'il fallait se les dire. Moi, je trouve que de ce côté-là, notre ministre Miller, notre ministre fédéral, a eu le courage de les dire. Après, évidemment, avec les conséquences, hein, mais je pense qu'on a bien amorcé ces réflexions, puis on nous a forcé, hein, on nous a forcé tous nos intervenants, à nous poser des questions et à s'attaquer à cette nouvelle situation. Que faire? Que faire avec tous ces, avec, comme vous avez dit, cette évolution énorme, beaucoup d'étudiants. Mais sachez-le aussi qu'il y a certains programmes au niveau de cycle supérieur, que s'il n'y a pas d'étudiants étrangers, ben, le programme ferme. Et puis voilà, il y a des subventions. Et puis moi, ce que je trouve, c'est toujours le paradoxe, hein. Donc, on développe la recherche, on veut se positionner, hein, au niveau de la recherche, ça c'est dans des objectifs fédéraux, ce qui est tout à fait légitime. Mais en même temps, là, on va fermer quand même la porte aux étudiants. C'est quand même toujours dans les paradoxes que je vois. Donc, oui, les changements, les débats actuels, moi, c'est toujours ce paradoxe, puis toujours euh, mauvaise communication. On entend de tout, on entend toutes sortes de discours, je trouve que c'est là où il nous manque quelque chose. Et puis, je trouve que le travail que vous faites, il est génial. Ça permet vraiment de clarifier tout ça, vraiment de donner un bon point de vue, parce que oui, pour moi, c'est toujours un peu les chaos en ces moments. Mais je vois quand même du côté positif. Côté positif, c'est que ça y est, on vient de le dire, c'est un peu le bordel, si vous me permettez l'expression, puis là, on va s'attaquer de front. Merci beaucoup. Ah, c'est sûr que c'était pas, enfin, quand on voulait organiser ce webinaire, là, on parlait tout le temps des étudiants internationaux, mais c'est pas une mince affaire parce qu'effectivement, vous l'avez vu, il y a plein de notions, de situations particulières. L'idée, c'est d'un peu éclaircir tout ça, même si on parle de différents. Puis j'aime bien l'idée de paradoxe parce que c'est souvent ça que je ressens très fort sur la question des étudiants internationaux. On les veut, puis on va les chercher, puis on va les chercher en disant vous aurez votre permis post-diplôme et vous deviendrez résident permanent. Puis c'est quand même un argument fort, mais en même temps, quand ils arrivent, ben, les passerelles ne sont pas aussi nombreuses que le nombre de personnes. On leur dit ah, venez travailler, mais en même temps, ils doivent étudier. On leur dit ah, venez, genre on est compétitif, mais il y a des grands enjeux aussi, des impacts financiers sur ces étudiants aussi, qu'il y a la détresse aussi, il y a le changement, enfin, il y a des situations très particulières qui sont loin du rêve canadien ou du marketing canadien qui est souvent fait. Qui m'amène à une petite ronde de questions rapides, mais vraiment pour vous demander plus sur l'avenir ou ce qui s'en vient là, à quoi on doit faire attention? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête ou qu'est-ce qu'il y a à regarder là pour justement, on a essayé d'expliquer ce qui s'est passé, on a peut-être un peu plus d'éclaircissement, mais à votre avis, si vous aviez une chose qui vous titille ou vous vous dites, il faut vraiment faire attention à ça, ce serait quoi cet élément? Est-ce que quelqu'un veut y aller en premier? Mireille. Oui. Moi, j'aimerais juste dire que lors de l'annonce de janvier, il y avait aussi un élément qui a été annoncé comme devant arriver en 2026, c'est la mise en place d'un nouveau système d'institutions de confiance. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus justement une tentative vers une régulation fédérale et la mise en place d'un système à la fois de régulation des collèges privés, des universités et tout ça. Puis il y a même des universités traditionnelles qui pourraient perdre ou qui pourraient voir, ou en tout cas avoir des conditions là, liées à leur possibilité d'émettre des recommandations pour des permis. Mais ça devrait venir, ça aussi, avec potentiellement des nouvelles règles, un nouvel encadrement du travail, du recrutement à proprement parler. Donc, il y a aussi tout ça dont on n'a pas trop discuté, mais comme Islem en parlait, là, le travail, les gens n'apprennent pas à substituer leur stratégie migratoire tout seul. Là. Il y a des gens qui les conseillent. Donc, je pense que ça sera la chose à regarder. Là. Est-ce que ça va se faire? Puis s'il y a une élection fédérale et que le gouvernement actuel perd, est-ce que ce travail-là de mise en place d'un nouveau système d'institutions de confiance et de régulation ira de l'avant? Bien,
moi, c'est ce que je regarde, c'est ce qui me titille. Est-ce qu'il y a d'autres titillements? J'adore ce mot, alors je pense que je vais le dire de nombreuses fois. Qui veut prendre la parole? Un Je vais petit peut-être y aller, Rémi? mais moi, finalement, le fait de baisser quand même de façon assez importante le nombre peut peut-être nous amener aussi à se préoccuper aussi de moi, ce que j'appelle l'écosystème de la migration étudiante. Donc, moi, je fais pas mal de recherches sur le terrain, quand on voit finalement l'importance de s'assurer que la question de la migration étudiante, c'est vraiment un travail qui demande de mettre en relation une panoplie d'acteurs, d'intervenants. Peut-être dans les grandes universités, bon, en milieu urbain, où on a aussi beaucoup d'accent mis sur les études graduées, c'est une autre dynamique, mais si je me situe à Rimouski, par exemple, ou à Moncton, ou à Saint-Boniface, on voit vraiment à quel point les étudiants étrangers ont quand même transformé certains milieux dans les cégeps du Bas-Saint-Laurent. Ça fait depuis une vingtaine d'années que ça bouge quand même en région, mais donc je me dis, OK, et puis si on pousse en voulant toujours plus d'étudiants, on arrive aussi à certaines incohérences. Donc revenir peut-être à une logique où on veut prendre soin des personnes, prendre soin des institutions et mieux financer aussi l'éducation, pas mettre le poids et la responsabilité du financement sur le dos des étudiants. Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait un refinancement de l'éducation pour permettre en fait de mieux faire les choses. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Oscar ou Islem, un point à garder à l'esprit ou à veiller, Oscar? Je veux dire qu'il faut suivre de près tous les changements, tout, parce qu'effectivement, Faire vous des avez déjà webinaires chaque soulevé, semaine. soulevé les permis de travail pour conjoint, conjointe, effectivement. Enfin, je pense qu'il y a plein de sujets qu'il faut suivre de près. Moi, je m'intéresse surtout à comment ça va se passer, ce qui concerne l'attribution au Québec. Vous avez déjà peut-être remarqué comment ça s'est passé en Ontario. C'est quand même assez fort. Moi, je trouvais de dire, voilà, aucune demande de permis d'études attribuée au collège d'enseignement professionnel, bah, ça y est, c'est fini, aucun. Alors que peut-être il y en avait qui fonctionnaient puis qui travaillaient de manière légitime et puis qui répondent aussi à des besoins ponctuels de main-d'œuvre. Enfin bref, là, ils se sont dit non. Ils se sont dit aussi que bon, bah, tout ça va aux universités. Et puis, par exemple, on va privilégier les domaines, les métiers, certains métiers. Alors, je m'inquiète à nos étudiants qui ne sont pas dans ces domaines prioritaires. Quelqu'un qui veut faire de la linguistique, des études classiques, eh ben, non, pour l'Ontario, ben, non, ça ne fait pas partie de nos priorités. Moi, je trouve que ça va à l'encontre de la mission académique d'une institution universitaire ou collégiale. Vous voyez, donc moi, ça, là, ça m'a vraiment choqué, la manière comme ils ont traité l'attribution en Ontario. Dire aussi que voilà, l'université, les établissements ne peuvent pas dépasser le seuil qu'ils avaient en 2023. Enfin, bref, c'est très sévère. Puis moi, je trouve que je suis curieux de voir comment ça va se passer au Québec, puis voir comment on va se démarquer. Parce que je trouve que nous, on a notre propre identité, notre propre manière de décerner tous ces contextes-là. À ces moments, vous le savez, on n'a pas encore de nouvelles de la part du gouvernement du Québec par rapport au traitement. On ne veut pas se prononcer, justement. Et puis, ce qui est peut-être bien, parce qu'on a quand même un seuil, on a du temps, on a beaucoup de demandes qui étaient attribuées au Québec, ça va, donc on a le temps de prendre Oui, on a le temps pour faire ça, pour prendre des bonnes décisions. Mais il faut faire attention, justement, faire attention et ne pas faire des erreurs qui ont déjà été peut-être faites ailleurs. Merci. Islem? Oui, merci Catherine. J'aimerais amener deux points. Premièrement, là, vraiment à grande échelle, et j'aimerais revenir sur la question des visites, des permis visa-visiteurs, parce que, pour deux raisons. Premièrement, j'ai déjà vu leur nombre quand j'étais déjà dans la recherche, mais maintenant, en plus, quand je suis dans le communautaire, je le vois encore de plus en plus présent parce qu'ils viennent dans les centres communautaires et ils s'énervent parce les centres communautaires ne peuvent pas les aider parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, ils n'ont pas un statut de séjour, c'est juste un statut de visiteur. Et là, ils font tout pour aller changer leur statut. Donc ça, c'est une question, et j'aimerais poser deux questions. C'est jusqu'à quand on va vivre cette situation, comment la contrôler et quel impact elle aura par la suite.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, et là, je vais descendre à une toute petite échelle, mon échelle préférée, l'humain. Tous ces changements-là ont un impact direct sur les étudiants internationaux. Certes, ils ont un impact sur toutes les échelles, mais quel est leur impact sur les étudiants internationaux et leurs conjoints et leurs familles? Certes, on sait que les étudiants et les étudiants internationaux sont des personnes très résilientes. Ils trouvent toujours un moyen pour s'en sortir. Mais à ce moment-là, quand on leur met des barrières au niveau provincial, par exemple sur le CSQ, le français et d'autres barrières qui ont été ajoutées dernièrement, après on leur rajoute une autre barrière sur le permis de travail post-diplôme, leur conjointe, quelle nouvelle stratégie on va voir maintenant émerger et comment on va pouvoir trouver une solution. Mais il y a aussi la question quel sera l'impact sur leur santé mentale d'un côté, sur leur vie quotidienne dans les villes d'accueil et sur la confiance ou comment ils vont percevoir le Québec et le Canada après maintenant? Est-ce qu'il y a toujours cette question de confiance entre le gouvernement et les personnes? Est-ce qu'il va y avoir toujours cette confiance ou ils vont toujours avoir peur, surtout maintenant avec tous les changements qu'on est en train de vivre depuis 2 ans? Maintenant, on est sur 2 échelles, provinciale et fédérale. Donc, c'est là où moi, personnellement, je gardais un œil sur ça surtout et je terminerai sur ça pour le moment. Merci beaucoup. On a fait déjà un bon tour, donc maintenant on va essayer de prendre vos questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions dans la boîte qui s'appelle Q&A ou questions et réponses en bas, puis les panélistes les voient, puis je vais les prendre petit à petit. Et je donnerai encore, je le dis pour les panélistes, mais je le donnerai encore un tour de parole avant la fin où chacun aura 1 minute pour conclure. Donc, si jamais vous voulez déjà penser à votre minute de conclusion. Mais je vais commencer un peu avec une question. On a parlé des provinces qui essayent d'attirer et autres, mais on n'a pas parlé de la compétition entre les provinces, parce qu'il y a de la compétition entre les universités, certainement, mais aussi entre les provinces. Puis, on sait que l'Ontario joue beaucoup là-dessus, mais ça va redistribuer les cartes aussi peut-être dans certaines provinces. Puis, comment on peut voir un peu ce phénomène ou cet enjeu de compétition? Puis, je m'adresse évidemment prioritairement à Mireille Paquet par rapport à ça. Merci, Catherine. Ben, c'est sûr qu'on ne sait pas encore, mais oui, comme vous le dites, ça a vraiment ça peut ouvrir la porte à une dynamique de compétition provinciale, surtout par rapport aux limites posées en Ontario, qui vont faire que des personnes vont probablement, avec l'aide de consultants ou d'autres, viser des demandes dans d'autres provinces. C'est déjà le cas. Il y a déjà, de toute façon, beaucoup d'informations qui circulent par rapport à quelle province va être ou quelles universités tendent à avoir plus de facilité avec l'émission des permis et tout ça. Mais on peut s'attendre justement à ce que certaines provinces où peut-être qu'ils maximisaient pas leur quota ou où on n'avait pas nécessairement autant de personnes vont essayer d'aller capturer un nombre plus important. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai cette réflexion-là beaucoup en tant que professeur dans une université anglophone au Québec à l'heure actuelle, qui a été quand même touchée aussi par des restrictions considérables là, au niveau des permis d'études. Et c'est sûr que les permis qui ont été limités pour les universités anglophones québécoises, c'était à la fois pour les étudiants hors Québec et les étudiants internationaux. Peut-être un espèce de côté positif dans tout ça, puis on pourra pas le voir encore, puis je veux pas, c'est pas un commentaire quoi que ce soit, mais c'est sûr que la perte d'attraction des occasions d'études en Ontario pourrait avoir quand même une conséquence positive pour les universités québécoises qui sont loin d'avoir encore une fois leur quota et d'avoir atteint leur quota, et surtout potentiellement pour les universités anglophones qui vont être capables d'aller rechercher une partie de cette demande, de répondre à une partie de cette demande-là. Merci. Il y a quelques petites questions sur le processus des lettres d'admission. Puis là, je vais peut-être demander à Oscar de nous expliquer un peu cet enjeu de lettre d'admission, puis du rôle ou de l'étape aussi du certificat d'acceptation du Québec et autres. Est-ce que vous pourriez juste réexpliquer les différentes étapes pour qu'on comprenne mieux les changements? Parce que même moi, je suis familière un peu avec ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements. Donc, si vous pouviez rétablir les étapes, parce qu'il y a plusieurs questions sur est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que le Québec intervient dans les lettres d'admission? S'il y a un problème avec la lettre d'admission, à qui on s'adresse alors? Donc, c'est quand même intéressant si vous pouviez juste expliquer d'un point de vue un peu procédural ce qui se passe.
En fait, l'étudiant ne va pas se rendre compte comment ça se passe. Lui, il va continuer ses démarches, l'étudiant va continuer ses démarches comme d'habitude. Ici au Québec, on parle d'un étudiant qui, voilà, qui soumet une demande de certificat d'acceptation du Québec pour un programme de plus de 6 mois. Donc, il va faire en premier sa demande de CAQ pour études. Là, il n'y a pas de validation de lettres d'admission. C'est ça aussi, il y a des malentendus. On pense que tout le monde va vérifier. Non, en ce moment, c'est juste le fédéral qui vérifie les lettres. Ensuite, bah, dès que le CAQ est obtenu, bah, ça y est, l'étudiant peut soumettre sa demande de permis d'études auprès du gouvernement fédéral. Et c'est la nouveauté, c'est que voilà, donc au moment où un étudiant soumet sa demande, automatiquement, IRCC envoie une demande de vérification à l'établissement. Et là, on pourra savoir, en fait, le IRCC va donner 10 jours, donne en ce moment 10 jours euh, pour que la vérification soit faite. Et si la lettre d'admission est légitime, l'établissement va dire oui, c'est bon. Là, ça retourne à IRCC et ça continue le processus normal. Par contre, si on dit que non, c'est pas légitime, ben là, il va le dire. Puis, évidemment, ça va s'arrêter là pour l'étudiant. Enfin, on va retourner le dossier. Imaginons aussi qu'un établissement ne fait pas la vérification dans les délais des 10 jours. Ce qu'il va faire IRCC, c'est qu'il va retourner la demande sans frais. Il va juste faire un rejet du dossier. Ce qui cause problème aussi, parce que pour l'instant, on ne peut pas aborder tous les sujets du point de vue procédural, mais on l'a déjà vu, nous, des fois, l'étudiant a soumis son dossier. J'ai déjà un étudiant qui l'a soumis 3 fois. Et la vérification n'a pas été faite. Donc, à chaque fois, l'étudiant, il faut que le repaye, on lui redonne l'argent, mais ça prend 1 mois, 2 mois pour avoir l'argent. Du coup, l'étudiant, il faut qu'il paye à chaque fois sa demande de permis d'études. Ça devrait un petit problème de questions techniques, mais grosso modo, c'est ça. Et ensuite, dès que la vérification est faite, bah, ça retourne au Bureau canadien des visas responsable du traitement. Et voilà, après, ça continue les processus normales. Merci beaucoup. Il y a une question aussi pour Islam, parce que par rapport à ce que vous avez un peu expliqué au début sur les restrictions du permis post-diplôme par rapport aux étudiants collégiaux, je ne sais pas Islam si vous savez lire dans le chat, mais donc qui pose vraiment la question, est-ce que c'est pour tous les étudiants collégiaux ou est-ce qu'il y a justement seulement certains programmes qui sont affectés à ça? Est-ce que vous savez préciser un peu l'ampleur justement de cette restriction post-diplôme ou... En fait, ce qu'on a reçu ou ce qu'on voit en fait comme réforme, c'est que, elle est très claire. Les étudiants qui sont inscrits dans un programme de collège, ils n'ont plus droit à un permis de travail post-diplôme. Ils n'ont pas mis cette fois de précision par rapport au programme ou par rapport au nombre d'heures. Ils ont dit qu'en fait, le permis de travail post-diplôme, il est seulement pour les étudiants universitaires et il n'y a pas de précision après ça. C'est la seule explication qu'on a pour le moment. C'est aussi la même explication qui a été donnée par rapport au fait que les étudiants qui sont inscrits dans un programme de collège, que ce soit un DEC, un AEC ou un DEP, ne peuvent pas ramener leur conjoint et conjointe avec un permis de travail. Et ça a été écrit comme ça veut dire qu'au-delà du programme à laquelle la personne est inscrite, si elle est inscrite dans un collège, la réforme s'applique à lui, à cette personne-là. Et elle est applicable à partir du mois de mai. J'ai oublié la date exacte. Ok, merci. Une question pour Shedly Belkodja. C'est plutôt un peu lié à ce que vous disiez par rapport aux écosystèmes et autres, mais quand on est dans des petites villes, mais qui ont des universités ou des établissements, qu'on voit des étudiants internationaux arriver, puis on parlait de Rimouski, j'y étais récemment, puis c'est des centaines d'étudiants internationaux qui sont arrivés, qui font partie de la ville, de la communauté, mais c'est quoi selon vous les pressions ou le rendu justement des acteurs? Qu'est-ce qui se passe quand il y a autant d'étudiants qui arrivent dans des plus petites localités? Parce que là, on parle beaucoup de Toronto, Montréal, évidemment, mais c'est une réalité, comme vous l'avez dit, aussi très différente en région ou dans des plus petites localités. Puis c'est quoi que vous avez vu dans vos recherches par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne question. Moi, ce que j'ai vu, surtout comme ayant habité presque 40 ans à Moncton, au Nouveau-Brunswick, ayant enseigné 20 ans à l'Université de Moncton, la première chose qui est venue, en fait, c'est de voir une salle de classe se transformer. Et ça, je pense, dans beaucoup d'universités, on peut le voir. Donc, dans la salle de classe même, quand on commence à voir une importante présence d'étudiants d'ailleurs, ben, ça transforme les relations entre les étudiants. Donc, beaucoup de recherches d'abord se sont préoccupées en fait de la salle de classe. Et petit à petit, on s'est dit, ah mon Dieu, les campus, qu'est-ce qui se passe sur des campus universitaires? Quel type d'accommodement on donne à des étudiants, que ça soit. Et là, il y a bien sûr des traditions. Peut-être qu'au Québec, on n'a pas la même logique en termes d'accommodement religieux ou accommodement
pour certaines demandes des étudiants étrangers qu'il y a eu dans des petits milieux qui au début pouvaient peut-être provoquer des réactions. Donc je dirais moi je me dis le campus est devenu un excellent observatoire d'une transformation de la réalité dans des petits milieux. Moi, à Moncton, par exemple, on avait 15% d'étudiants étrangers dans une ville où il y avait peut-être à peine 2% d'immigrants. Donc le campus, et après, je dirais l'étape qui est venue par après, c'était vraiment de créer ces connexions entre le campus et la ville, et ça s'est fait par l'emploi ou avec l'évolution des politiques, bien sûr, la transformation des politiques, des permis, la possibilité aux étudiants de travailler hors campus, de travailler plus de 20 heures et ensuite de travailler même l'été. Donc tout ça, ça a beaucoup changé la réalité et je reviendrai à un point qu'Islam a dit aussi, c'est que il y a eu des moments, il y a des incohérences où des étudiants, finalement, en raison de leur statut, n'ont pas droit à certains services ou se présentent à des centres d'accueil, d'établissements et on leur dit, ben, vous n'êtes pas des clients, vous pouvez pas, on ne peut pas vous aider. Donc, tout ça, ça demande, moi je trouve, dans la réalité peut-être des plus petits milieux, on a vu quand même dans certains cas des histoires à succès où on voit bon, des accommodements, des formes d'ajustement pour permettre aux étudiants de se sentir partie prenante d'une communauté. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est ça. Je pense qu'à Moncton, par exemple, ou à Rimouski, ben, est-ce qu'on veut vraiment que l'étudiant soit seulement quelqu'un qui passe au campus et qui fera sa vie ailleurs plus tard? Ou est-ce qu'on peut lui donner certaines clés pour qu'il puisse peut-être rester ou penser peut-être à un projet à plus long terme dans une région? Merci. Je voudrais poser aussi une question un peu sur les intermédiaires qu'on voit qui tournent en orbite autour des étudiants internationaux. On a parlé des universités, mais on peut se poser la question du rôle, mais aussi de la responsabilité des universités. Puis on a aussi parlé des agents de recrutement, beaucoup, donc des agents qui sont chargés de recruter ces étudiants internationaux avec certaines polémiques ou difficultés ou pièges par rapport à ça. Donc, je vais un peu ouvrir cette question par rapport à tout ce qui gravite, parce qu'il y a l'étudiant, mais il y a beaucoup, effectivement, d'acteurs intermédiaires, des consultants, des universités et autres. Puis, ça pose aussi des questions. Donc, je voudrais un peu vous interroger là-dessus. Peut-être, je commencerai par Islem, parce que c'est un peu une question qui tourne autour de ce que vous avez abordé précédemment. En fait, la question que vous venez de poser, Catherine, me rappelle toute la saga autour de la réforme du PEC il y a quelques années, quand on disait on nous a promis la résidence permanente rapidement à travers le PEC et maintenant on nous a trahis ou on le ment. Et donc là, j'aimerais bien juste revenir sur un point. Quand les agents de recrutement font le recrutement dans les différents bassins, il faut juste qu'ils fassent attention à ne pas dire, en fait, de donner de faux espoirs à ces étudiants-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de réformes et les personnes doivent vraiment, ces acteurs-là, ils sont vraiment des acteurs clés. C'est la première phase, si on veut, du pays ou de la province et ils doivent faire très attention à ce qu'ils vont dire à ces étudiants-là. Il faut qu'ils soient très informés et il ne faut aussi pas qu'ils leur donnent de faux espoirs. Une fois qu'ils sont là, ils sont affrontés à la réalité et là, ça devient carrément problématique. Ce qui est aussi dans une autre échelle, en fait, ou dans un autre terrain géographique, les organismes communautaires, maintenant, peuvent aussi recevoir les étudiants internationaux. Maintenant, qui sont devenus énormément d'étudiants internationaux, les organismes communautaires, ils ont ouvert leurs portes et maintenant, ils peuvent les accueillir pour plusieurs services. Cette action-là, c'est vrai qu'elle est très bénéfique pour les étudiants internationaux pour épauler les universités et les bureaux des universités qui font un énorme travail. Mais une fois qu'ils ont terminé les études, il n'y a personne pour les aider. Et c'est à ce moment-là que les organismes communautaires rentrent en action. C'est vrai que c'est très important, mais là aussi, il y a un petit point, j'aimerais ouvrir la parenthèse. Les conseillers dans les organismes communautaires doivent être tout le temps informés de ce qui se passe quand vous voyez en fait les réformes, les changements. Ça peut y avoir un changement aujourd'hui et le lendemain un autre. Donc, il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce point? Non. Il y a aussi un peu des Peut-être, questions. Oui, allez-y, Oscar. oui, peut-être, oui, toujours dans la même veine, mais je pourrais dire que même la définition de service, la définition des conseillers d'immigration au sein des universités,
et le centre communautaire ou collégial, au cégep, tout a été quand même modifié. Il y a eu une complexité au niveau des démarches. Moi, je suis toujours inquiet pour le service qu'on offre à l'étudiant, parce qu'il y a quand même un fardeau imposé à l'institution. Mais avant, vous savez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, le conseiller d'immigration, il s'assurait juste de, bon, ben, vous avez soumis votre demande à telle date, puis tout était quand même on était dans les mondes merveilleux, là. Aujourd'hui, les institutions, il faut vraiment il faut une équipe vraiment de spécialistes. Les questions vraiment ne sont plus les mêmes. Pour naviguer, pour aider vraiment l'étudiant à passer à travers tous ces, ce chemin quand même difficile, et il faut quand même des personnes qui ont déjà, ça demande vraiment des, comment je peux dire, une connaissance, des compétences dont on n'avait pas besoin avant. Et là, ça, c'est un fardeau parce qu'effectivement, puis là, j'entends Islem, un étudiant, pourquoi c'est pas au centre communautaire, il devrait avoir ça aussi, mais là, on partage les responsabilités, mais là, il faut vraiment que ce soit une personne qui a les connaissances, les compétences pour pouvoir offrir service un service de qualité à l'étudiant, puis qui puisse répondre justement à ses préoccupations en ce qui concerne les statuts, en ce qui concerne peut-être les passages à la résidence permanente. Ça, moi, je trouve que ça aussi, au niveau du soutien qu'on offre aux étudiants internationaux, a été complètement modifié. Merci beaucoup. Alors, il y a encore plein de questions. Je m'excuse, on ne pourra pas passer à travers tout. Il y a des questions sur la particularité des doctorats, sur les changements au niveau du Québec aussi, parce qu'on l'a dit. Enfin, peut-être vous réagirez là-dessus, mais moi, je suis un peu fascinée parce qu'on a dit il y a des changements provinciaux, fédéraux, mais au Québec, il y avait aussi une tension avec la modification du PEC. Puis, il y a un élargissement du PEC parce que, pour rappel, le PEC est hors quota, donc n'est pas soumis à la planification des seuils, puis sera ouvert, mais c'est seulement les programmes francophones. Donc, c'est sûr que ça va aussi changer un peu l'enjeu justement de l'accès à la résidence permanente. Puis on sait que c'est un sujet sensible entre certaines universités, mais c'est sûr que c'est une vraie réalité aussi pour les étudiants internationaux, puis ça va certainement modifier leur trajectoire ou leur stratégie aussi, parce qu'évidemment, tout ça, ça a des enjeux directement sur la vie des personnes, parce que je pense que étant spécialiste des politiques publiques, je le dis souvent, mais moi, j'étudie les changements des politiques, les changements des règlements, les discours, mais après, ça a des impacts directs sur la vie des personnes. Est-ce qu'on peut venir avec son conjoint ou pas? Est-ce qu'on peut rester? Combien de temps dure notre diplôme? Est-ce que notre demande est traitée de manière prioritaire? Est-ce que je vais avoir droit à la même chose? Au Québec, on a accès aux services d'établissement puis d'aide. C'est pas le cas dans les autres provinces. Les droits en santé varient aussi de province en province. Il y a des provinces où il n'y a quasiment pas de couverture pour les étudiants internationaux. Il y a des accords bilatéraux au Québec, mais c'est seulement 11 pays. Donc, il y a beaucoup d'enjeux quand même de ces procédures qui touchent directement la vie des étudiants internationaux. Puis, ça, c'est ma petite note personnelle, là. Je vous laisse après votre minute, mais moi, je me sens aussi une responsabilité en tant que professeur quand je travaille, quand j'enseigne à ces étudiants internationaux, quand je travaille avec eux, quand je les recrute à la maîtrise, au doctorat. C'est sûr que je sais aussi dans quel engrenage ils mettent les pieds. Je pense qu'à la fois, c'est une opportunité merveilleuse et ça fait partie de l'internationalisation, ça fait partie des opportunités, ça fait partie de justement de l'enseignement postsecondaire et autres, d'ouvrir sur l'internationalisation. Mais moi, je me sens aussi une responsabilité qui est que les conditions dans lesquelles on les fait aujourd'hui sont changeantes. Il n'y a pas de visibilité. Ça veut dire qu'avec les changements des politiques, on sait que du jour au lendemain, il y a peut-être une voie qui s'ouvre ou une voie qui se ferme. Et il y a des responsabilités en termes de santé, de financière, de perspectives d'avenir qui sont quand même fortes. Puis je suis très heureuse qu'on soit appuyé par des services, mais évidemment, ça demande encore plus par les organismes communautaires, qu'il y ait beaucoup de recherche là-dessus. Tout ça, c'est important aussi pour le vécu. Ce qui m'amène à donner ma minute à chaque intervenant et intervenante pour mettre en avant un point qu'il le souhaite, c'est la liberté d'amener un élément en tant que tel. Puis, si ça vous va, je vais retourner dans le même ordre qu'au début. Donc, je commencerai par Islem, 1 minute sur un élément que vous voudriez mettre en avant pour conclure. Je peux faire 2, Catherine? C'est toujours comme ça. Allez, je vais faire en fait, je vais aller sur une note très subjective cette fois. Je vais partager en fait ma propre expérience, mais c'est vraiment pour un but bien précis. Les lois et tout ce qui est question de gouvernance politique migratoire, ça change vraiment rapidement. On doit vraiment être à l'affût de tout ce qui se passe. Par expérience,
depuis que j'ai commencé mon processus d'étudiants internationaux jusqu'à aujourd'hui, je suis en train d'attendre mon CSQ pour faire ma résidence permanente, les lois en ce qui concerne tout mon processus ont changé 4 fois. Donc, juste vous dire qu'en fait, la personne, quand on recrute la personne, il faut vraiment lui dire, attention, les lois peuvent changer. Donc, oui, surtout quand on recrute quelqu'un dans un programme de cycle supérieur, ça veut dire qu'il peut rester ici pour 4 ans, 5 ans, juste pour terminer ses études. Et durant ces 5 ans, la loi peut changer. Donc, c'est très important. Et pour terminer tout ça, j'aimerais reprendre quelque chose, mais c'est un débat qui commence à vraiment prendre de l'ampleur en France surtout, le débat sur les faux étudiants internationaux. Ceux qui viennent ici pour faire des études, qui disent qu'on est là pour faire des études, mais en fait, non, ils sont là pour la résidence permanente, pour l'immigration. Donc, c'est vraiment sur ça que j'aimerais terminer. Et merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Oscar Castillo. Moi, je dirais que c'est le moment que tout le monde travaille ensemble. Je trouve que les changements viennent à une vitesse, ça va trop vite. Puis c'est à nous, je trouve que j'applaudis cette initiative justement de regrouper non seulement la recherche, mais aussi la partie communautaire, la partie vraiment professionnelle. Moi, je pense que c'est le temps vraiment de travailler ensemble et de développer des connaissances, puis vraiment de pousser, jouer notre rôle d'influence, comme vous avez dit, Catherine, et pour que le gouvernement sache notre point de vue. Encore une fois, ce ministère, là, il y a eu des changements brusques, les consultations viennent après. Nous, on a des rencontres bi-hebdomadaires avec IRCC, par exemple, pour nous expliquer, mais bon, bah, c'est déjà trop tard, les changements, vous l'avez déjà fait, ça nous consultait. Je trouve que maintenant, c'est le moment, là, je suis content de participer, d'être ici avec vous, puis je pense que il faut pas arrêter, quoi. Il faut pas juste la responsabilité nous appartient à tous, comme vous avez dit, Catherine. Donc, ce n'est pas juste pour ce qui concerne vraiment le développement des connaissances au niveau de l'immigration, ce n'est pas juste au niveau de la recherche, mais aussi notre rôle, nous, les spécialistes en immigration, les avocats, tous les milieux privés, les milieux communautaires. Donc, ça, c'est le moment pour qu'on puisse vraiment jouer notre rôle, un rôle plus fort au niveau des instances gouvernementales. Merci beaucoup. Shebly Belkhodja. Pour rebondir un peu sur ce que Islem a dit aussi, l'étudiant étranger, on l'a tellement défini comme l'immigrant désirable, l'immigrant idéal, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a tellement d'obstacles et d'incohérences dans ce long trajet d'un statut à l'autre. Alors, je me dis, on parle beaucoup de ça, mais moi mon intérêt comme chercheur, puis comme personne qui s'est intéressée à cette catégorie, à cette réalité-là, c'est que l'étudiant étranger devienne une réalité de son milieu, et puis surtout dans des contextes de régionalisation où on parle au Québec actuellement d'établissement durable des personnes immigrantes en région. On parle, le mot rétention est un peu trop mécanique, là, on parle d'établissement durable. Donc, dans tout ce contexte-là, comment on peut faire un peu mieux les choses pour voir en fait cette réalité-là de jeunes qui viennent étudier, qui aussi on oublie toujours que venir au Canada ou au Québec, c'est aussi quitter son pays d'origine. Donc cette réalité-là, on n'en parle pas beaucoup. Donc cette logique de vouloir les étudiants, moi aussi j'aimerais des fois on soit conscient des conséquences que ça a sur les pays de départ, sur les pays d'origine. C'est peut-être un peu loin là, de notre discussion, mais c'est aussi une question encore éthique qui doit être, qu'on ne doit pas négliger. Merci. Et enfin, Mireille Paquet. J'ai plus vraiment de temps, mais blague à part, je pense que tout ce qui a été dit par rapport au caractère humain de cette situation-là qui est souvent évacuée, mais aussi à la complexification du régime d'immigration qui crée vraiment un besoin, mais aussi des dangers d'abus de la part d'intermédiaires. Je pense que c'est super important d'en parler, mais j'ajouterais peut-être un élément de plus. Pour moi, toute cette discussion-là demeure malgré tout une discussion aussi sur le financement de l'éducation postsecondaire publique au Canada. Toute réforme au niveau des étudiants internationaux va remettre en question si c'était la façon dont on avait un peu poussé cette question-là de l'avant
tant dans les gouvernements provinciaux que les gouvernements fédéraux, c'est-à-dire en disant on augmente les revenus par des permis de travail qui ramènent des frais de scolarité plus importants. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire on peut gérer l'intégrité, on peut réfléchir tout ça aux étudiants internationaux, mais tant que les universités vont considérer que c'est la seule façon dont ils peuvent augmenter leur budget de façon substantielle au Canada, ben, on va continuer d'avoir des gens qui poussent vers la croissance des étudiants internationaux sans nécessairement s'intéresser aux conditions dans lesquelles ces personnes-là vivent et être en mesure de vraiment les soutenir pour leur projet de vie. Puis c'est pas une critique, là, je veux dire, nécessairement de toutes les universités, mais c'est la réalité du système de financement universitaire dans lequel on opère à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Il me reste 1 minute pour conclure. Je remercie chaleureusement évidemment nos expertes et nos experts. Je pense que c'était très éclairant. Ça montre l'importance de dialoguer entre la pratique, l'université, les milieux communautaires, la recherche en tant que telle. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents en grand nombre. On vous invite évidemment à visiter notre site internet erica.org. On est actif sur les réseaux sociaux. On a une magnifique infolette qui vous attend. Je remercie aussi Alexandra Lamarche pour son aide dans l'organisation du webinaire et Laura Buissière, la douceur. La conférence a été enregistrée, puis on espère que l'ERICA pourra encore amener sa pierre à l'édifice, puis continuer justement à dialoguer sur ces questions de première importance pour les étudiants internationaux, les universités et le quotidien finalement du système d'immigration. Merci à toutes et à tous.